Ta mère est partie. Qui va payer l'addition? Cette question stridente posée par Chloé a tranché l'ambiance jazz et le léger murmure du bistrot huppé comme un couteau cranté. Toutes les têtes se sont tournées au sein du restaurant. L'Alcazar. Les serveurs se sont figés en plein élan. Des plateaux de verre en cristal tenaient en équilibre précaire sur le bout de leurs doigts. C'était censé être une célébration pour le 32e anniversaire de Chloé, un événement soigneusement organisé avec 15 de ses amis les plus proches et les plus photogéniques. J'étais assise au bout de la table, sirotant un verre d'eau en carafe, me sentant comme une tache sur un drap de soie. Et quelques instants plus tôt, je m'étais levé, j'avais serré mon sac à main en cuir usé contre ma poitrine et je m'étais dirigé vers les toilettes. Sauf que je n'ai pas tourné en direction des toilettes. J'ai marché tout droit. Dépassant le pupitre en acajou de l'hôtesse, j'ai poussé les lourdes portants vers et je suis sorti sous la bruine glaciale de Paris. Un taxi parisien attendait au bord du trottoir, son voyant lumineux brillant comme un phare dans la brume. Je n'ai pas regardé en arrière vers le chaos que j'avais laissé derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir la confusion, les cris ou l'addition impayée qui s'élevait à près de 600 €. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir mon fils, Julien, balayer frénétiquement la salle du regard. Pendant que Chloé proclamait bruyamment que j'avais ruiné l'esthétique de sa soirée parfaite. Cette marche entre la table et le taxi a été les 10 mètres les plus longs de ma vie. Mais en claquant la portière de la voiture et en donnant mon adresse au chauffeur, j'ai senti la première véritable bouffée d'air entrer dans mes poumons depuis 3 ans. Cependant, ce départ n'était que la scène d'ouverture. La véritable tempête a frappé à 2 heures du matin. Quand Julien a ouvert à la volée la porte d'entrée de ma maison en Meulière de banlieue, le cri qui s'est échappé de sa gorge n'était pas un cri de colère, mais de panique pure et absolue. Il s'attendait à me trouver en train de pleurer dans ma chambre, ou peut-être caché dans la cuisine. Au lieu de cela, il m'a trouvé assise dans mon fauteuil à oreilles préféré dans le salon. La lumière était tamisée. À côté de moi se trouvaient 2 grandes valises pleines à craquer. Sur la table basse, une simple enveloppe Kraft reposait avec le poids d'un marteau de juge. J'étais assise là, parfaitement calme, les mains croisées sur mes genoux. Je savais qu'il viendrait. Je savais qu'après l'humiliation d'avoir dû chercher fébrilement leur carte de crédit devant leurs amis aisés, après l'embarras d'avoir été abandonné par la femme qu'ils traitaient comme un portefeuille sur pattes, il viendrait réclamer mon sang. Il viendrait exiger des explications. Il pensait probablement pouvoir m'intimider pour obtenir des excuses, m'obliger à régler le désastre financier et me traîner à nouveau dans la petite boîte qu'il avait construite pour moi. Mais la femme assise dans ce fauteuil n'était plus Evelyne Valcourt, le paillasson. Cette nuit-là, à 62 ans, j'avais enfin mué, me débarrassant de la peau de la mère commode. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait trouvé le courage terrifiant et exaltant de dire « c'est fini ». Pour comprendre comment une mère atteint le point où elle abandonne son enfant unique, il faut comprendre que ce n'était pas une décision impulsive. Ce n'était pas un moment de folie passagère, comme Julien l'avait crié au gérant du restaurant. C'était le résultat d'une érosion lente et agonisante. C'était le résultat de milliers de petites coupures, de mois de fierté ravalée, et du mensonge dangereux que je m'étais raconté, qu'un amour maternel exige. L'anéantissement total de sa propre dignité. Tout a commencé subtilement, il y a environ 2 ans. Julien m'a appelé un mardi pluvieux. Il a utilisé ce ton de voix si particulier, doux, légèrement pathétique, la voix du petit garçon qui s'était écorché le genou. Je connaissais ce ton. J'avais été conditionné à y répondre pendant 32 ans. Julien était maintenant cadre dans le marketing, marié à Chloé, une femme dont la carrière de créatrice de contenu semblait tourner autour de la prise de photos de thé. Matcha hors de prix.
Il conduisait des voitures de luxe en leasing. Il portait des marques de créateurs. Maman, avait-il dit, la voix légèrement tremblante, je suis dans le pétrin. C'est gênant de te le demander. Mon cœur avait battu la chamade. Une mère imagine toujours le pire, un cancer, un accident de voiture, un licenciement. Qu'y a-t-il, mon chéri? Tu es blessé? Non. Non. Nous sommes en bonne santé. C'est juste que... Eh bien, nous avons eu un problème inattendu avec la plomberie de l'appartement, et le chèque de partenariat de Chloé est en retard. Il nous manque de l'argent pour le remboursement du prêt immobilier ce mois-ci. Pourrais-tu nous avancer 600 €? Juste jusqu'au 1er du mois? Je te le promets. 600 €. Ma retraite après 40 ans comme infirmière scolaire était fixe. Je vivais confortablement, mais frugalement. Je budgétisais chaque tasse de café. Mais c'était mon fils, mon unique garçon. Bien sûr, Julien. Je ferai le virement demain matin. Tu me sauves la vie, maman. Sérieusement, je te rembourse dans 2 semaines. Il ne m'a pas remboursé dans 2 semaines. Il ne m'a pas remboursé du tout. Le mois suivant, c'était une réparation critique. Pour la Fiat Saint-Saëns de collection de Chloé, 400 €. Puis est venu leur dîner d'anniversaire de mariage, où sa carte ne passait pas, et est-ce que je pouvais juste lui faire un Lydia de 200 €? Puis est venu l'abonnement à cette salle de sport exclusive qu'il ne pouvait pas annuler sans frais. En 8 mois, je leur avais prêté près de 4000 €. Chaque fois que j'abordais doucement et timidement la question du remboursement, le visage de Julien se décomposait en un masque de déception. Maman, je pensais que tu nous aidais parce que tu nous aimais. Je ne savais pas que c'était une transaction. Je ne savais pas que tu tenais un livre de compte. Ces mots étaient de la culpabilité militarisée. Ils me faisaient me sentir petite, avare et froide. Je me sentais comme un harpagon amassant ses centimes pendant que ses enfants luttaient. Alors, j'ai arrêté de demander. Et ils ont arrêté de faire semblant qu'ils allaient un jour payer. La dynamique de nos visites a également changé. Fini les dimanches après-midi où Julien venait juste pour discuter, pour manger ma blanquette de veau, pour poser des questions sur mon jardin. Désormais, il n'apparaissait que lorsqu'il y avait une crise qui nécessitait un chéquier. Chloé ne venait presque plus. Et quand elle le faisait, elle traitait ma maison comme une salle d'attente. Elle s'asseyait sur mon canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone, répondant à mes tentatives de conversation par des grognements monosyllabiques, refusant la nourriture que j'avais passé des heures à préparer parce que ce n'était pas assez sans gluten ou biologique. Le point de rupture a commencé à se former un vendredi soir, il y a 3 mois. J'étais dans ma cuisine en train de préparer une simple soupe de légumes quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Julien avait encore une clé pour les urgences. Salut maman. On a apporté à manger, du thaï. Julien est entré, suivi de Chloé, qui était chargée de sacs de shopping des boutiques du centre-ville. L'espace d'une seconde fugace, j'ai ressenti une étincelle de joie. Il m'avait fait la surprise. Il voulait dîner avec moi. Oh, chérie, c'est adorable. J'ai de la soupe sur le feu. Mais garde la soupe, a dit Julien en jetant ses clés sur le comptoir. On meurt de faim. Ils ont pris possession de ma cuisine. Ils ont déballé les boîtes en plastique, attrapé des assiettes dans mes placards et se sont assis. Je me suis jointe à eux, souriante, désespérée de créer du lien. Comment se passe la campagne de marketing, Julien? Bien. Stressant. Il n'a pas levé les yeux de son pad. Taille. Chloé, passe-moi la sriracha. Julien, tu as apporté la bouteille de Bourgogne qu'on a laissée ici la dernière fois, a demandé Chloé en regardant autour d'elle.
Elle est dans le frigo, maman. Tu peux la prendre? Je me suis levé. Je suis allé chercher le vin, une bouteille qui coûtait plus cher que mon budget course de la semaine. J'ai versé 2 verres. Ils ne m'en ont pas proposé. Ils mangeaient rapidement, parlant par-dessus ma tête de personnes que je ne connaissais pas, d'influenceurs qu'ils méprisaient et de soirées auxquelles ils avaient assisté. J'étais assise là, trempant ma cuillère dans ma soupe, me sentant comme un fantôme hantant ma propre salle à manger. Quand la nourriture a été engloutie, Julien a reculé sa chaise et a soupiré. Maman, il faut qu'on te parle d'un truc génial. C'était là, l'accroche. Chloé et moi avons besoin d'une pause. L'année a été brutale. On a trouvé un écolodge exclusif incroyable dans le Luberon. C'est parfait. Yoga, méditation, randonnée. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour recharger les batteries de notre couple. Ça a l'air charmant, ai-je dit prudemment. Ça l'est. Le problème, c'est qu'il faut réserver ce soir pour bénéficier de la réduction. Et avec les mensualités des voitures ce mois-ci, sa voix s'est perdue. Il n'avait pas besoin de finir. Le silence flottait dans l'air, lourd et plein d'attente. Combien, Julien? 2500 €. Ça couvre tout pour une semaine. 2500 €. C'était 3 mois de mes dépenses courantes. C'était mon fonds d'urgence. Pour la réfection de la toiture dont je savais que j'aurais besoin l'hiver prochain. Julien, je n'ai pas ce genre de liquidité en ce moment. Chloé a levé les yeux de son téléphone. Ses yeux étaient d'un bleu glacier, vif et évaluateur. Tu n'as pas d'économie? Si, mais c'est pour les urgences. Pour si je tombe malade, ou si la maison a besoin de travaux. Qui a-t-il de plus important que la santé mentale de ton fils? A demandé Chloé. Sa voix était douce, mais il y avait un bord tranchant en dessous. Evelyne. Julien s'épuise à la tâche. Il mérite ça. Si mes parents avaient l'argent, ils le donneraient en un clin d'œil. Ils comprennent que la famille soutient la famille. La façon dont elle a prononcé mon prénom, Evelyne, pas maman, pas Madame Valcourt, juste Evelyne. C'était un jeu de pouvoir. Je vais vérifier mon compte, ai-je murmuré. Merci, maman. T'es la meilleure. Le sourire de Julien est revenu, radieux et creux. Ils sont partis 20 minutes plus tard, emportant le reste du vin et laissant les boîtes sales sur ma table. Je suis restée assise là, dans le silence, à sentir l'odeur persistante de la sauce aux cacahuètes épicées et du parfum cher, et j'ai pleuré. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la réalisation écrasante que je n'étais rien de plus qu'une ressource. J'étais un distributeur de billets avec un pot. J'ai transféré l'argent. Ils sont partis dans le Luberon. Pendant cette semaine, Julien a envoyé 2 messages. Le premier était une photo d'un paysage de garrigue. Le second était un texto le dernier jour, sur le chemin du retour. Épuisé mais heureux. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Pendant cette même semaine, j'ai attrapé une mauvaise grippe. Je suis restée au lit pendant 3 jours, fiévreuse et tremblante, incapable de conduire jusqu'à la pharmacie. Ma voisine, Madame Mounier, a dû m'apporter du bouillon et du paracétamol. Où est ce fils qui est le vôtre? Avait demandé Madame Mounier, en arrangeant les oreillers dans mon dos. Il est dans une retraite holistique. Il avait besoin de se ressourcer. Madame Mounier m'avait regardé avec une pitié si profonde que c'était comme un coup physique. Elle n'a pas dit un mot, mais ses yeux hurlaient la vérité que j'essayais d'ignorer. Quand ils sont revenus, les demandes n'ont pas cessé. Elles se sont accélérées. Un nouveau canapé parce que l'ancien ne correspondait pas au feng shui. Une caution pour un appartement plus grand et plus design dans le 11e
Arrondissement parce que l'ancien étouffait leur créativité. Maman, m'a dit. Julien un dimanche matin, debout dans ma cuisine en buvant le café que j'avais moulu à la main. Vois ça comme un investissement. On a besoin d'une chambre d'amis pour que tu puisses venir rester confortablement chez nous quand tu seras plus âgé. On fait ça pour nous, pour la famille. Pour la famille. 7. Phrase était le verrou sur mon portefeuille, et la culpabilité en était la clé. Je leur ai donné 1500 € de plus pour la caution, mais l'invitation à rester n'est jamais venue. Quand je les ai aidés à déménager, passant 12 heures à nettoyer leur ancien appartement pour qu'ils récupèrent leur dépôt de garantie. Julien ne m'a même pas proposé de me raccompagner. On est tellement crevés. Maman, a-t-il dit, debout dans le couloir vide de l'ancien appartement. Tu peux prendre un Uber? On te fera un Lydia. Ils ne m'ont jamais remboursé. J'ai pris 2 bus sous la pluie pour rentrer, les genoux douloureux d'avoir récuré les plaintes, le cœur douloureux d'avoir subi bien pire. Le point culminant est arrivé avec l'anniversaire de Chloé. L'Alcazar, 20h. Code vestimentaire chic, disait le texto de Chloé. Pas une question, une convocation. Et Evelyne a suivi un autre texto, comme il y a beaucoup de monde qui vient, Julien et moi espérions que tu pourrais prendre en charge la note des vins? Ou peut-être couvrir les entrées? Ça nous aiderait vraiment. Puisque nous organisons la soirée. J'ai regardé le solde de mon compte bancaire. Il saignait dans le rouge. J'avais pioché dans le capital de mon petit fonds d'épargne, mais j'y suis allé. J'ai mis ma plus belle robe, une robe fourreau bleu marine que je possédais depuis 10 ans. J'ai porté le collier de perles de ma mère. Je voulais avoir l'air digne. Le dîner fut un étalage d'excès qui m'a retourné l'estomac. Des plateaux d'huîtres, des tours de fruits de mer. Des bouteilles de champagne millésimées qui coûtaient plus cher que ma facture mensuelle d'électricité. Julien riait, bruyant et exubérant, jouant le rôle du cadre à succès. Chloé tenait court, prenant des photos, acceptant des cadeaux. Emballés dans du papier argenté. J'étais assise au bout de la table, coincée entre une amie de Chloé qui créait des sacs à main et un homme qui a passé toute la soirée à parler de crypto-monnaie. Personne ne m'a adressé la parole. Julien ne m'a pas présenté. J'étais à nouveau un fantôme. Quand l'addition est arrivée, le serveur l'a placée au centre de la table sur un petit plateau en argent. Elle trônait là comme une mine antipersonnelle. Julien l'a ramassée. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Il s'est penché vers Chloé, lui chuchotant avec insistance. Elle a froncé les sourcils, puis a regardé le long de la table. Ses yeux se sont verrouillés sur moi. Evelyne a appelé Chloé. La table a fait silence. Venez ici une seconde. Je me suis levé, les jambes lourdes, et j'ai marché jusqu'au bout de la table. Écoute, a dit Julien, la voix basse, essayant de garder son sang-froid. L'addition est un peu plus élevée que prévu. C'est 1200 €. On peut couvrir la moitié. Tu peux prendre le reste? Tu sais, comme ton cadeau pour Chloé? 600 €. J'ai regardé mon fils. Il transpirait. Il avait l'air terrifié à l'idée de perdre la face devant ses amis. Puis j'ai regardé Chloé. Elle n'avait pas peur. Elle était agacée. Elle me regardait avec une pure exigence, attendant que je répare leur erreur. Je n'ai pas 600 €, Julien, ai-je dit doucement. Maman, ne commence pas, a-t-il sifflé. Tu as ta carte bleue. Utilise juste ta visa. On s'arrangera plus tard. On s'arrangera plus tard, le mantra de l'addict, le mensonge du profiteur. L'anniversaire de Chloé, c'est une fois par an, a dit Chloé, la voix s'élevant, s'assurant que les tables voisines puissent entendre. Vous allez sérieusement nous faire honte pour de l'argent?
Après tout ce qu'on fait pour vous, que faites-vous pour moi? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. On vous permet de faire partie de nos vies, a cinglé Chloé. On vous inclut. La plupart des gens placent leur mère dans un EHPAD et l'oublient. Nous, on vous invite à dîner à l'Alcazar. La cruauté de la chose m'a coupé le souffle. Les invités nous fixaient. Le serveur se balançait d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Maman, s'il te plaît, a supplié Julien, les yeux balayant la pièce. Paix, c'est tout. Tu fais une scène. Quelque chose a lâché en moi. Ce ne fut pas un craquement bruyant. Ce fut une rupture. Silencieuse et décisive. Le cordon qui me reliait à eux, ce cordon tissé d'amour, de culpabilité et de devoir, s'est finalement effiloché et a cassé. Je vais aux toilettes, ai-je dit. Bien, a soufflé Julien. Reviens vite. Je me suis éloigné. J'ai dépassé les toilettes. Je suis sorti par la porte. Maintenant, assise dans mon salon à 2 heures du matin, regardant Julien hyperventilé à la vue de mes valises, je ressentais une paix étrange et froide. Qu'est-ce que c'est que ça, a balbutié Julien en montrant les bagages. Maman, pourquoi tes valises sont faites? Où crois-tu aller? Je pars. Julien. Partir? Partir pour où? En vacances? Non. Je déménage. Chloé s'est avancée, son mascara bavé, sa façade parfaite se fissurant. Déménager? Vous ne pouvez pas déménager. Vous vivez ici. C'est votre maison. J'ai attrapé l'enveloppe Kraft sur la table et je l'ai glissée vers eux. Lisez ça. Julien a arraché les papiers. Ses yeux ont scanné le jargon juridique. Son visage s'est vidé de ses couleurs, prenant une teinte grisâtre. Maladive. Tu as vendu la maison. Je l'ai vendue il y a 3 semaines à un acheteur qui payait comptant. La vente a été finalisée hier chez le notaire. Les nouveaux propriétaires prennent possession des lieux le 1er du mois. Vous avez 5 jours pour retirer les cartons que vous stockez encore dans le garage. Vous avez vendu la maison, a hurlé Chloé. Mais cette maison, c'est notre héritage. C'est le patrimoine familial. Comment avez-vous pu la vendre? Sans nous consulter? C'était ma maison, Chloé. Mon nom était sur le titre de propriété. Mon mari et moi l'avons payé. Je n'avais pas besoin de votre permission. Mais où est l'argent? A exigé Julien, sa voix montant jusqu'au cri. Les maisons dans ce quartier partent à 600 000 €. Où est le chèque? J'ai remboursé mes petites dettes, ai-je dit calmement. J'ai mis de côté assez pour mon relogement. Et le reste, environ 400 000 €, je l'ai donné. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence d'une bombe qui venait de détonner, aspirant l'oxygène de la pièce. Tu l'as donné, a murmuré Julien. À qui? À un foyer pour femmes victimes de violences psychologiques et financières, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux, parce que j'avais réalisé que c'était ce que j'étais. J'étais une victime, et mes bourreaux étaient les 2 personnes censées m'aimer le plus. C'est de la folie, a crié Chloé. Je me suis levé. La famille se respecte. La famille ne traite pas sa mère comme une domestique. La famille ne l'invite pas à dîner juste pour lui faire payer l'addition. La famille ne la fait pas se sentir invisible. Je suis ton fils, Julien a fait un pas vers moi, les poings serrés. Tu me dois ça. Tu m'as élevé pour que je compte sur toi. Je t'ai élevé pour que tu sois un homme, Julien. Quelque part en cours de route, tu as décidé qu'il était plus facile d'être un parasite. J'ai cautionné ça. J'en prends la responsabilité. Je t'ai appris que tu pouvais me traiter de cette façon. Mais ce soir, la leçon est terminée.
Tu ne peux pas faire ça, a-t-il supplié, le désespoir s'insinuant de nouveau dans sa voix. On est ruiné, maman. On a plafonné les cartes pour payer le dîner ce soir. On est en retard sur le loyer du nouvel appartement. Si tu pars, si tu ne nous aides pas, on va tout perdre. Alors. Tu perdras tout, ai-je dit. Et peut-être que dans les décombres, tu trouveras ta propre colonne vertébrale. J'ai pris mon sac à main. Mon VTC. Pour la gare sera là dans 10 minutes. Les clés sont sur le comptoir. Ne me cherchez pas. Ne m'appelez pas. J'ai changé de numéro. Vous allez mourir. Seule, a craché Chloé, venimeuse et tremblante. Vous allez pourrir dans un EHPAD sans personne pour vous rendre visite. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je ne l'ai pas vue comme un monstre, mais comme une enfant triste et superficielle. Je préfère être seul et en paix, Chloé, plutôt qu'entouré de gens qui ne m'aiment que pour ce que je peux leur acheter. Le taxi a klaxonné dehors. Je suis passé devant mon fils, qui était effondré sur le canapé, la tête dans les mains. J'ai franchi la porte et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pris un TGV pour la Bretagne ce matin-là. Ma sœur, Martine, m'attendait à la petite gare près de Saint-Malo. Je n'avais pas vu Martine depuis 5 ans. Parce que Julien avait toujours eu besoin de moi pendant les fêtes, et je ne pouvais pas me payer le billet. Quand j'ai vu le visage de Martine, ridé, bienveillant, et encadré par des cheveux gris en bataille, j'ai lâché mes sacs. Et je me suis effondré dans ses bras. J'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai pleuré pour la perte de ma maison, pour la perte du fils que je croyais avoir. Pour les années gâchées. Martine m'a emmené dans sa petite maison de pêcheur. Surplombant les vagues grises de la Manche. Elle m'a donné la chambre d'amis. Avec le bouti jaune. Elle m'a préparé du thé. Elle n'a posé aucune question. Jusqu'à ce que je sois prête à parler. La convalescence a été comme le sevrage d'une drogue. Les premières semaines, le syndrome du téléphone fantôme était terrible. Je m'attendais sans cesse à ce qu'il sonne. Je me réveillais en panique, pensant que Julien avait besoin d'argent pour le loyer ou que Chloé avait besoin d'une robe. Le silence était terrifiant. Mais lentement, l'air salin a commencé à me guérir. J'ai commencé à me promener sur la plage chaque matin, à ramasser du verre poli par la mer. J'ai trouvé un travail dans une librairie d'occasion locale appelée La Page Cornet. La propriétaire, une femme à l'esprit vif nommée Sophie, se fichait de mon CV. Elle aimait que je connaisse la différence entre les sœurs Brontë et Jane Austen. Je me suis fait des amis, de vrais amis, des femmes de mon âge qui faisaient de la randonnée le samedi, buvaient du vin bon marché le mardi et écoutaient vraiment quand je parlais. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais été affamé de liens sociaux, essayant de survivre avec les miettes que Julien me jetait. Maintenant, j'étais à un banquet. Je n'ai pas eu de nouvelles de Julien pendant 6 mois. J'avais bloqué son numéro, son email et ses réseaux sociaux. Martine agissait comme gardienne, filtrant le bruit. Elle m'a dit qu'il avait essayé de me contacter, désespéré et en colère, puis suppliant, puis de nouveau en colère. Il est en train de perdre l'appartement. M'a dit Martine un soir alors que nous écosserions des petits pois sur la terrasse. Il a dû vendre la voiture de luxe. Bien, ai-je dit en sirotant. Montée glacée. Et je le pensais vraiment. Puis, 1 an plus tard, la sonnette de la maison de Martine a retenti. C'était un après-midi ensoleillé de juillet. J'étais dans le jardin, en train de désherber les hortensias. J'ai essuyé la terre de mes mains et j'ai contourné la maison. Julien se tenait là. Il avait l'air différent. Le costume cher avait disparu. Remplacé par un jean et une simple chemise boutonnée. Il avait perdu du poids. Ses cheveux grisonnaient sur les tempes. Il avait l'air fatigué, usé, et
Remarquablement humain. À côté de lui se tenait une femme portant un porte-bébé. Ce n'était pas Chloé. C'était une femme que je ne connaissais pas, au visage doux, portant une simple robe d'été. « Maman » a dit Julien. Sa voix déraillée. Je me suis figé. Mon instinct, ce vieil et dangereux instinct maternel, était de courir vers lui, de le réparer. J'ai ancré fermement mes pieds dans l'herbe. « Bonjour, Julien. » Il a dégluti difficilement. « Est-ce qu'on peut entrer ? Juste une minute ?» J'ai regardé Martine, qui se tenait sur le porche, les bras croisés. Elle m'a fait un petit signe de tête. C'était mon choix. « Tu peux venir sur la terrasse, ai-je dit. « Qui est-ce ? » « C'est Claire, » a dit Julien. « Et voici Mia. » Il a montré le porte-bébé. À l'intérieur, dormant profondément, se trouvait un nourrisson. Avec une touffe de cheveux noirs. « Chloé m'a quitté » a dit doucement Julien alors que nous étions assis sur les marches. Environ 2 mois après ton départ. Quand l'argent a disparu, elle aussi. On a perdu l'appartement. J'ai dû déposer un dossier de surendettement. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit. Je n'en étais pas heureuse, mais je n'étais pas dévastée non plus. C'était une conséquence. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, a-t-il admis en regardant ses mains. J'ai touché le fond, maman. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 semaines. J'ai perdu mon travail. J'ai dû travailler dans un entrepôt logistique. J'ai dû réellement travailler. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient clairs, libérés d'eux. L'arrogance qui les avait embués pendant une décennie. J'ai rencontré Claire à l'entrepôt. Elle ne savait pas qui j'étais ni qui je prétendais être. Je lui plaisais, c'est tout. On a un petit appartement à Rennes maintenant. C'est minuscule. On galère, mais c'est réel. Il a fait un geste vers le bébé. Mia est née il y a 3 mois, et quand je l'ai tenue, quand je l'ai regardée, des larmes ont commencé à couler sur son visage. J'ai réalisé ce que je t'avais fait. J'ai réalisé que tu m'aimais comme je l'aime, et je t'ai traité comme une ordure. Je regardais le bébé. Ma petite fille. Je ne suis pas venu pour de l'argent, a dit rapidement Julien, voyant mon hésitation. Je le jure. Je ne veux pas un centime. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je suis désolé. Je voulais que tu saches que tu m'as sauvé. Si tu n'étais pas parti cette nuit-là, si tu ne m'avais pas coupé les vivres, je serais toujours ce monstre. Je serais toujours en train de me noyer. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une enveloppe. Je sais que je ne pourrai jamais rembourser la dette financière, mais j'ai commencé un plan de remboursement. Ce n'est que 50 € pour l'instant, mais je l'enverrai tous les mois. Je te le promets. Il a posé l'enveloppe sur la rambarde en bois. J'ai regardé mon fils. J'ai vu les rides d'inquiétude sur son visage, les callosités rugueuses sur ses mains dues au travail manuel. Il n'était plus le garçon gâté que j'avais encouragé. C'était un homme qui se reconstruisait à partir de zéro. Je me suis levé et j'ai marché vers le porte-bébé. Mia s'est agité, ouvrant des yeux de la nuance exacte de ceux de Julien. Est-ce que je peux la tenir, ai-je demandé. Bien sûr, a dit Claire avec un doux sourire. J'ai pris le bébé. Elle était chaude et lourde, et sentait le lait. L'espoir. J'accepte tes excuses, Julien, ai-je dit en berçant le bébé. Mais les choses sont différentes maintenant. Je sais, a-t-il dit humblement. Je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Je suis ta mère, et je suis la grand-mère de Mia. Si tu veux une relation, elle sera basée sur le respect. Si tu essaies, ne serait-ce qu'une fois,
de te servir de moi à nouveau, la porte se fermera pour toujours. Je comprends, a-t-il dit. Je te veux dans sa vie. Je veux qu'elle connaisse la femme qui a eu la force de partir. Ce soir-là, nous avons dîné. Ensemble. Du poulet grillé et une salade, tout simplement. Julien a aidé Martine à faire la vaisselle. Il n'a pas regardé son téléphone une seule fois. Il ne s'est pas plaint du vin. Il a ri, d'un vrai rire, pas celui, théâtral, qu'il utilisait pour ses amis riches. Quand ils sont partis pour retourner à Rennes. Je suis resté sur la terrasse et j'ai fait signe de la main jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent au virage. Je suis rentré. La maison était silencieuse, mais elle n'était pas vide. J'ai ramassé l'enveloppe que Julien avait laissée. 50 €. C'était une goutte d'eau dans l'océan comparé à ceux qu'il m'avait pris, mais c'était l'argent le plus précieux que j'ai jamais tenu. C'était la monnaie du respect. Je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer le son de l'océan. J'ai repensé à cette nuit au restaurant L'Alcazar. J'ai repensé à la terreur de franchir cette porte, à la peur de l'inconnu, à la culpabilité écrasante de briser le moule de la bonne mère. Ça avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais alors que je m'allongeais dans mon lit, écoutant le rythme des vagues, je connaissais la vérité. On nous apprend que l'amour signifie s'accrocher, peu importe à quel point ça fait mal. On nous apprend que l'amour d'une mère doit être sacrificiel, sans fin et sans limite. Mais c'est un mensonge. Parfois, l'acte d'amour le plus profond n'est pas de retenir, mais de laisser partir. Parfois, il faut briser le cœur de celui qu'on aime pour sauver l'âme qui s'y trouve. Je me suis sauvé moi-même cette nuit-là. Et ce faisant, j'ai aussi sauvé mon fils. J'ai fermé les yeux, respiré l'air marin et j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve.